Bonjour, je suis ravie d'être à nouveau sur les ondes de Diva FM pour mon émission Alice et vous. Désormais, chaque vendredi, de 17h à 18h, je vous invite à franchir la porte de mon cabinet pour aborder divers thèmes de votre quotidien autour de la psychothérapie. Et aujourd'hui, le sujet qui va être traité est les violences psychologiques. Et comme à son habitude, Jennifer est à mes côtés pour vous représenter en me posant des questions qui vous interpellent. Bonjour Alice, aujourd'hui le thème sera abordé, encore une fois, merci d'être avec nous sur cette antenne. On se fait ce duo dans votre cabinet, on pousse la porte de Alice, de son cabinet avec vous, puisque cette émission se nomme Alice et vous, une émission qui vous est destinée et pour savoir un petit peu tout ce qui peut traiter justement c'est... Comment on peut l'interpréter, vous avez dit? Ce sont les violences psychologiques. D'accord, les violences psychiques, psychologiques. Ça peut peut-être vous concerner ou vous en saurez d'ores et déjà beaucoup plus sur ce thème. Alors, on va avoir des témoins aujourd'hui, Alice. Merci pour déjà ces témoins-là qui veulent jouer le jeu comme chaque fois dans votre émission. Mais d'abord, avant qu'on les accueille, quelques mots justement pour définir ces violences psychologiques. Qu'est-ce que c'est ? Ça peut être beaucoup de choses en même temps. C'est ça. Alors déjà, c'est important de savoir que ces violences psychologiques peuvent se jouer dans beaucoup de domaines. Donc souvent, on en parle dans le domaine conjugal, mais également ces violences psychologiques peuvent avoir lieu au sein de la famille, dans le domaine professionnel et ou aussi dans le domaine amical. Voilà. C'est important de savoir là, que tout le monde peut être concerné à un moment donné. Alors, quelles sont ces violences psychologiques ? C'est le fait, à un moment donné, ça on décortiquera au fur et à mesure de l'émission, de ne pas être estimé. Ça peut être des personnes qui nous maltraitent, on va dire, psychologiquement. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Alors on ne va pas parler forcément de violence physique, même si très souvent, lorsqu'il y a violence physique, il y a violence psychologique. Mais ce qu'on peut dire et ce qu'on va répéter tout au long de cette émission, c'est qu'effectivement, les violences psychologiques, quelquefois, laissent autant, voire plus de traces que les violences physiques. Alors, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Et de quelle case comment faire pour ranger dans les cases de la violence psychologique un peu par pas mal de mots, on peut dire. Parce que violence psychologique, c'est un petit peu aussi propre à chacun, non, Alice ? Comment on va les interpréter ? Il y en a qui vont encaisser plus de choses que d'autres et ça va être violent ou moins, non, pour les autres ? Effectivement, il y a déjà en fonction de comment on est construit, comment on est constitué pour pouvoir plus encaisser, comme vous dites. Mais après, il y a aussi la structure de la personne qui va émettre consciemment ou inconsciemment ces violences psychologiques. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être du chantage affectif, ça peut être de l'intimidation, ça peut être du dénigrement, ça peut être des menaces. Mais c'est un climat qui se joue, on va dire, de façon quelquefois insidieuse, mais surtout le terme de fréquence et de régularité qui entraîne justement après tous les effets négatifs, la perte surtout d'estime de soi qui se met en place au fur et à mesure du temps. Donc peu importe en quelque sorte le niveau que la personne, en fonction d'elle-même, en fonction de la nature que l'on est, de notre force, on va dire, mais à un moment donné, c'est quand ça implique une destruction en quelque sorte qu'on est atteint, et donc ça peut être dans tous les domaines, ça peut être dans le travail, vous disiez, dans la vie de couple, dans le cercle familial, amical, il y a d'autres aussi. Je pense qu'on a à peu près vu tous les domaines. C'est déjà pas mal, hein. Oui, ça peut être dans une fratrie. Comme d'habitude, dès qu'on est en lien avec une personne, il y a risque de violence psychologique. Voilà. Alors, est-ce que si, par exemple, je m'adresse à quelqu'un que je suis, on va dire, avec des mots forts, violents, comme par exemple des insultes, est-ce que ça peut être de la violence psychologique ? Oui, tout à fait. Même si ça peut être courant dans la vie d'un couple, parfois de s'adresser l'un à l'autre, même si ce n'est pas peut-être normal. C'est ce que j'allais répondre. Pas parce que c'est courant que c'est quelque chose de normal, de légitime et de finalement si naturel. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que je vais, à un moment donné, avoir l'habitude de les encaisser que c'est normal, ou c'est parce qu'à un moment donné, je suis atteint par ces mots qu'ils deviennent une violence pour moi ? Voilà, c'est vraiment en fonction de la souffrance que je commence à ressentir que je peux finalement la définir en tant que violence. Ce que vous disiez aussi en début d'émission, Alice, c'est que cette violence psychologique, elle peut être beaucoup plus dévastatrice que même celle qui est
Attention, à ne pas négliger non plus la physique, mais pourquoi Pourquoi ? Parce qu'elle est plus difficilement identifiable et reconnaissable par rapport aux autres. Oui, forcément. Physique, on le voit, ça laisse des traces, même si parfois ça peut être bien maquillé, caché. Tout à fait. Mais... Et c'est aussi dû au fait de la régularité. Je veux dire, ça fait pareil, l'effet comme d'une machine à laver le cerveau. C'est-à-dire, lorsque continuellement, on va vous dire n'importe quoi, t'es moche, même si on se sent pas moche et qu'on est peut-être plutôt jolie à force de l'entendre. Vous voyez, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et il y a aussi quelque chose qui est important aussi dont il faudra parler. Quand je parle aussi des violences professionnelles, c'est aussi quelquefois on a eu des personnes qui ont été victimes de violences psychologiques, mais voyez autour de professionnels tels que certains psychologues, psychiatres ou aussi même des psychanalystes. C'est des choses qui peuvent se mettre également en place, ouais. Alors ça, c'est le côté, on va dire, négatif qui est censé ne jamais exister. Oui. Mais on n'est pas le monde des bisounours avec non plus. tout à l'heure, avec les différents témoignages, c'est quelque chose dont on parlera aussi. Bon, tout à fait. Est-ce que vous voulez qu'on accueille déjà notre premier témoin ? Avec grand plaisir. Allez, bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour, merci d'être aujourd'hui dans cette émission Alice et vous pour témoigner de violences psychologiques, puisque ça en est le thème aujourd'hui. Elisabeth, j'imagine que c'est pas toujours fort aisé de témoigner, mais vous avez voulu nous faire part de ce que vous avez vécu. Justement, qu'est-ce qui a été pour vous, on va dire, une violence psychologique ? Alors en fait, il y a eu beaucoup. Je reviendrai, donc merci Alice qui me suit depuis quelque temps et que je remercie. Il y a deux choses. L'estime de soi. Ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose, effectivement, il y a un terrain pendant l'enfance où si certaines choses ont pu se passer, la construction effectivement intérieure de l'estime de soi n'a pas pu se faire. Et donc, c'est comme si on va être amené après, dans sa vie, trop souvent, à accepter certaines choses parce qu'on a l'impression que finalement, on ne vaut pas mieux. Ouais. Et c'est ça qui est très pervers, c'est qu'en fait, vous savez, quand parfois, donc, on entend actuellement la victime consentante, c'est qu'en fait, la personne n'a pas de recul pour se rendre compte de ce qui lui est affligé. Et c'est vrai que c'est comme quelque chose qui peu à peu s'infuse en elle, et elle se dit finalement qu'elle a pas droit à mieux que ça. Alors, excusez-moi de vous interrompre, Elisabeth, je comprends que c'est dans le cadre familial dans votre enfance et que ça a impacté dans votre vie d'adulte plus tard. Mais en fait, ce que je voudrais, avant que vous continuiez, et merci de le faire, avec cette sincérité qui est la vôtre, de dire en quoi c'est ressenti pour vous comme une violence psychologique. Parce qu'il n'y a pas eu un épanouissement, c'est quoi en fait ? Oui, alors je tiens à dire que c'est pas tant ma famille proche, même si il y a des mots parfois qui ont été prononcés qui m'ont fait mal, et c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai peut-être ce côté hypersensible qui est une force dans certains cas, mais qui justement nous rend plus fragiles par rapport aux mots. Les mots, c'est une vibration. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des mots que certains prononcent, ils se rendent pas compte qu'ils nous font mal, en fait. Alors ça, c'est pour l'aspect enfance, donc je tiens à dire qu'il y a eu plus des choses qui se sont jouées peut-être dans la famille élargie, et également avec des personnes qui étaient un peu aux alentours. Et après, ce qui se passe, c'est que dans ma vie, j'ai croisé beaucoup de gens qui ont abusé de ce côté, entre guillemets, trop gentil. Et je m'aplatissais en plus. Vous voulez, c'est vous en donnez, vous vous laissez maltraiter. J'ai vécu des licenciements abusifs, j'ai pas rétorqué, j'ai rencontré des hommes extrêmement avec qui ça a été très difficile. Certains m'ont vraiment maltraité et on retourne parfois. C'est ça vraiment. Je pense que c'est pour ça la violence physique, on voit le coup, mais la violence psychologique, en fait, c'est à vous à un moment donné, à l'intérieur de vous,
de voir les coups que vous avez reçus. Et moi, ça s'est inscrit il y a 10 ans, une maladie auto-immune très grave. Et en fait, c'est comme si mon corps ne pouvait plus en prendre. À un moment donné, il y a presque le corps qui se rebelle à ne plus accepter l'inacceptable en quelque sorte, chose que vous aviez même pas conscience hein, que c'était on va dire des choses qui n'auraient jamais dû être acceptées, Alice, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ce que tu es en train de nous dire, pardon, Elisabeth, bonjour. C'est effectivement lorsqu'on est au cœur d'une relation dans laquelle on vit ce type de violence, c'est qu'au début on ne s'en rend pas forcément compte. On pense que c'est un mode de fonctionnement qui est peut-être habituel et normal pour l'autre. On se débat comme on peut à l'intérieur de cette relation. Là, je parle de violence psychologique, et c'est que quelquefois, comme on ne se rend pas compte que la personne va peut-être de plus en plus loin dans la maltraitance morale, verbale, dans le mépris, dans ses menaces, dans ce chantage, qu'à un moment donné, comme dit Elisabeth, c'est le corps qui dit stop. Comme je dis, à un moment donné, quand l'esprit... C'est l'inconscience, en quelque sorte, qui réagit. Oui, c'est le conscient et l'inconscient. C'est le fait de se dire, ok, tu es déconnecté de toi, tu ne t'écoutes plus. On va dire le côté raisonnable. Et finalement, c'est le corps qui prend le relais. C'est ça qu'est en train d'exprimer Elisabeth. D'accord. Donc, mais c'est vrai qu'on a du mal, à travers ce que même dit Elisabeth, hein, de se dire que presque ça peut être beaucoup de gens qui sont concernés dans cette situation-là. C'est assez large, parce que de se dire que qui ne subit pas quelque part des violences. Exactement. Mais alors, ce que je tiens à dire, c'est que vous savez, la maladie dont je parle, bon, c'est la fameuse, je l'avais à un stade très avancé, c'est la fameuse fibromyalgie, dont on entend beaucoup parler. Depuis, j'ai eu d'autres choses, parce que je n'avais peut-être pas compris encore assez la leçon. J'oserais vous le dire comme ça. Mais donc, la fibromyalgie fait partie de toutes ces maladies actuellement où le comble, c'est que il n'y a pas de signe clinique très, très réel. C'est-à-dire que c'est un ressenti du corps. Alors, j'ai été sur un protocole de recherche. Il y a quand même eu des tests qui attestaient de certaines carences et de certains problèmes. Mais il n'y avait pas, si vous voulez, des marqueurs très clairs. Donc, c'est comme une injustice supplémentaire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la reconnaissance à travers la maladie. Oui, pour vous, c'est subi comme une autre forme de violence, en quelque sorte, pour vous. Exactement, et j'entends des gens à qui ça arrive, et donc on subit une autre injustice parce que c'est notre ressenti. Mais comme je positive toujours, je pense que vous le savez, bien sûr. Voilà. Eh bien, je me dis, c'est comme si la vie nous oblige à maintenant ne faire confiance qu'à notre ressenti, parce que en fait, personne d'autre que nous ne vit notre vie. Et c'est vrai que vous disiez, il y a beaucoup de gens qui acceptent beaucoup de choses, mais qui disent oh mais c'est pas grave, on est habitué. Mais le corps il ment pas, et le corps il ne s'habitue pas. À un moment donné, c'est comme, vous savez, la petite goutte d'eau qui va tout faire déborder. Oui, mais alors c'est vrai que Alice, vous vouliez dire. Oui, ce que je voulais dire en termes de chiffres, approximativement, dans les personnes interrogées, il y a plus d'un Français sur 10 qui est victime de violences psychologiques au sein de son couple. Donc on va dire 10 personnes sur 100. Et effectivement, je remercie Elisabeth d'introduire le sujet d'une prochaine émission, ça sur la somatisation, effectivement due à ces violences. Mais alors, est-ce que, voilà, bien sûr, sans aller dans le secret vraiment professionnel, Elisabeth, est-ce que ce serait possible de donner un exemple concret d'une violence psychologique que vous avez pu vivre, peut-être pour que les auditeurs puissent comprendre vraiment ce que vous avez vécu et de quoi il s'agit? C'est vrai que j'ai sous-entendu beaucoup de choses, parce que moi je fais partie des personnes, et il y en a d'autres qui ont accumulé énormément avant vraiment de réaliser. Par exemple, vous travaillez, et je crois qu'en ce moment il se passe beaucoup de choses de cet ordre-là. Là, je vais parler du professionnel. Vous avez un poste unique. Vous avez un poste unique, vous avez 3 missions en une, vous créez une entité. Donc vous donnez. On va dire pendant 18 mois. Vous étiez déjà un petit peu fatigué avant de prendre le nouveau poste. Et là, vous donnez 18 mois, vous donnez tout ce que vous avez. Et en fait, au lieu de vous remercier,
eh bien, on commence à vous mettre la pression pour vous mettre dehors parce que, par exemple, vous avez formé une assistante qui, elle, évidemment, elle est toute prête à prendre la relève. Ou alors, vous avez monté toute la structure et on n'a plus besoin de quelqu'un d'aussi senior que vous pour prendre la suite. Alors, je ne sais pas si mes exemples sont parlants. Ah ben oui. Et donc, voilà, je parlais de cette injustice qui se rajoute. Et en fait, c'est, vous avez donné. J'ai aussi vécu ça dans le milieu personnel, mais je veux pas en parler, si vous permettez. Bien sûr. Donc, vous avez donné quasiment votre santé. Et en fait, au lieu de vous remercier, on vous met dehors. Oui, on vous remercie d'une autre manière. On vous dit merci, au revoir, c'est bon, on a voulu, vous nous avez donné ce qu'on a voulu, maintenant, c'est plus intéressant. Donc, c'est vrai que, de toute manière, là, c'est pas... Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la manière dont on est constitué moralement, de dire, écoutez, Elisabeth, elle aurait pu passer à autre chose, ça arrive dans la vie courante, de se faire éjecter comme ça, ou c'est parce qu'elle est plus fragile, qu'elle le vit mal et qu'elle rebondit pas. Vous voyez, Alice? Oui, alors comme je dis, ça peut partir de comment on est constitué, mais là, on va dire... Même si on sent que c'est complètement une injustice, on est d'accord. C'est ça, Là, on comprend ce qu'elle vit, Elisabeth. Voilà, il y a le côté injustice, mais on va dire c'est surtout la façon dont ça s'est passé, ça s'est pas passé en 2 minutes, dire merci, au revoir. C'est tout ce qui a été insinué autour de la situation, tout ce qui a été posé, toute la pression qui a été mise pour lui faire comprendre qu'on la mette dehors, mais pas clairement. Vous voyez, c'est un peu tout ce côté-là. Le stratagème la stratégie autour qui était, on va dire pas... qui était assez toxique et vicieuse en quelque sorte. C'est ça, tout à fait. Et moi, j'ai envie de dire... oui, effectivement, il y a peut-être d'autres personnes, comme vous dites, qui auraient pu dire bon, c'est pas grave, je passe à autre chose. Oui. Mais il y a quand même l'investissement personnel dans une mission particulière qui est sur un délai donné. Et après, effectivement, comme l'a dit au préalable Elisabeth, il y a aussi l'estime de soi à la base, comment je suis construite pour supporter ou tolérer certains actes ou certaines paroles qui à la base ne sont pas tolérables. Hein. Et oui, bien évidemment, on est bien d'accord. C'est de ça dont il s'agit. Oui, bien sûr. Non, mais on comprend très bien parce que Elisabeth, j'imagine, vous avez été dans votre mission, investie à 100%, avec toute une confiance installée, je pense, sur votre poste. Donc c'est vrai que quand on est remercié comme ça voilà, avec une brutalité sans nom, oui, forcément, on en prend un coup. Mais pour vous, quand vous aviez été donc remercié, je vais le dire comme ça pour que ça soit pas violent, même si c'est, voilà, quand vous avez été remercié comme ça, je veux dire, vous vous êtes pas dit, non, c'est comme ça, c'est le monde du travail, ça me sert de leçon et je le ferai plus. Ou pour votre nature, c'est d'être comme ça et puis c'est tout. Bon, alors, c'est bien parce que vous m'obligez à dire les choses. En fait, j'ai vécu 3 licenciements abusifs. Ah oui. Voilà. Ah mais non, mais alors je veux pas être. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous savez, je dis toujours ma vie est un roman. Hein. Bon, donc en fait, le premier licenciement, je l'ai vécu en 98, et c'était même pas en France. C'est-à-dire que c'était au Canada. 98. Il y avait eu une grève pour la structure où je travaillais. On avait tenu le coup pendant la grève, et j'ai perdu mon emploi parce que j'ai pris une décision en période de grève qui, en période normale, n'aurait eu aucune incidence. Et la même semaine, donc je perds le travail le lundi et j'ai perdu l'homme avec qui j'avais commencé une relation le mercredi de la même semaine. Voilà. Ça, c'était en 1998. Et en fait, si vous voulez, ce qui est très clair pour moi aujourd'hui, on est quand même, plus de 20 ans plus tard. Et depuis, j'ai revécu, on dirait, une répétition. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de « c'était pas encore assez fort ». Derrière ça, j'ai vécu 2 autres licenciements abusifs. Mais j'ai jamais attaqué rien, jamais au prud'homme. Je m'en allais retrouver autre chose derrière. Et ça s'est terminé il y a maintenant 10 ans, presque, la maladie. Et en fait, aujourd'hui, je suis en invalidité. Donc, si vous voulez, toute une carrière que j'ai essayé de bâtir pendant plus de 20 ans, s'est terminée par un licenciement pour inaptitude dans une autre structure. Voilà. D'accord. J'en suis arrivée jusque-là. Je mets les mots, vous savez, pour moi, et je vous remercie, parce que pour moi, c'est particulier de parler de ça précisément, parce que c'est un espèce de magma dont il a fallu justement que je tire les fils pour comprendre. Donc, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. J'encaissais. Le bon petit soldat, vous savez, qui continue. Puis, vous savez, l'injonction du positif de notre société actuelle, elle est en train de verrouiller des gens. Il faut être positif. Allez, on continue, on recommence, on trouve un autre cheval et on repart. Mais à un moment donné, le corps, il veut plus.
Oui, non, Voilà. c'est vrai que, bon, sur le moment, c'est vrai qu'accepter ça, surtout quand on vit, par exemple, comme Elisabeth, Alice, 3 licenciements, c'est vrai que ça paraît une fatalité. On se dit, mais c'est le sort qui s'acharne, quoi. Oui, ça peut bien évidemment être vécu tel quel et bien sûr qu'on travaille là-dessus et qu'on a des pistes Oui, à aller non, chercher, c'est vrai. bien évidemment. C'est vrai, non, parce qu'on se dit 3, c'est, Ah voilà. bah 3. Et voilà, et puis vous finissez, et puis bah finalement là, et voilà, et j'oserais vous dire que en plus, s'il n'y a pas un environnement personnel, parce que je fais partie de ces femmes, j'ai 55 ans, je fais partie de ces femmes qui ont beaucoup donné dans leur travail, qui ont souvent oublié leur vie personnelle, ou j'en avais une vie personnelle, mais ce qui me constituait énormément, c'était la carrière, Et l'emploi. l'investissement que vous y mettiez avec toute l'honnêteté, voilà, la dévotion, je pense, qui était la vôtre. Et c'est vrai que de se prendre des revers comme vous les preniez, il faut rester assez courageux pour dire bon, mais je recommence, je remets le même investissement, parce que souvent, Alice, on aurait pu se dire, par exemple, pour éviter à nouveau de se confronter à de telles expériences, de se dire bon, je l'ai fait une fois, je vais pas le faire 2 fois, je m'investis plus comme avant. Et est-ce que c'est normal de raisonner avec un comportement comme ça, où notre nature, c'est d'être comme Elisabeth, à chaque fois on recommence, c'est pas grave. Oui, en plus, en-delà de la nature, c'est une façon d'être, c'est d'être honnête avec soi-même. Quand on est une personne entière, on ne se voit pas, faire un travail simplement alimentaire. Ben oui, si c'est une autrement. vocation, si on est carriériste et c'est une valeur importante pour nous, bien évidemment qu'on va investir à chaque fois, et puis on n'ose même pas croire, on n'ose même pas imaginer que ça recommence de cette façon-là, quoi. Eh oui. Donc c'est pour ça, bien évidemment, que dans ce thème-là, et je remercie Elisabeth pour le témoignage qui était bien spécifique aussi sur ces violences psychologiques, effectivement, qu'on peut vivre au travail et dont on parle peut-être trop peu aussi. Oui, exactement. Oui. Donc, Elisabeth, merci infiniment. Vous savez qu'à chaque fois, vous avez la gentillesse, l'honnêteté, et c'est très gentil à vous de témoigner, pour que les personnes qui seraient dans votre situation ne se disent pas que c'est une fatalité, qu'on subit comme ça, et que voilà. Donc, merci encore une fois, Elisabeth, pour toute cette gentillesse. Oh, mais c'est moi qui vous remercie. Si vous permettez, pour terminer, il y a 2 choses que je voudrais dire. Mais je vous en prie. Et c'est donc voilà, il y a beaucoup de choses bien sûr. Bon, aujourd'hui, j'ai en parallèle de cette invalidité, j'ai retrouvé quand même une grande part de santé. Il y a eu d'autres choses. J'ai repris quelques petites activités comme ça, et j'écris énormément. Et en fait, vous savez, je crois aussi que la vie, c'est toujours de transformer. Je crois qu'on en parlait la dernière fois. C'est toujours de transformer ce qui nous arrive. Et simplement, il arrive à un moment donné, quand justement on a pris un certain recul, on arrive assez vite à voir maintenant. Maintenant, j'arrive assez vite à voir si le terrain est glissant ou pas. Je vais vous le dire comme ça. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas forcément de neige ici. Pourtant, j'en avais, moi. Voilà, il peut quand même y avoir des terrains glissants partout. Bien sûr. Non, mais c'est vrai que de transformer du négatif en positif, c'est la meilleure manière de se protéger, en quelque sorte, Alice, c'est vrai. Tout à fait, c'est ce qu'on Alors appelle après, du coup sublimer. Il faut avoir la niaque. Hein. Mais il faut faire un travail sur soi et savoir tirer le positif malgré ces situations difficiles. Et merci, parce que en tout cas, vous êtes une battante. On est heureux d'entendre que votre santé s'améliore, et c'est tout ce qu'on vous souhaite vraiment, Elisabeth, et que vous ayez une vie positive, remplie de bonnes ondes, de bonne santé, avec des activités qui vont vous construire et vous emmener vers de la bienveillance pour vous-même. Voilà, vraiment plein de bonnes choses pour vous, Elisabeth, et merci encore. Merci. Et une dernière chose importante, et c'est par rapport à, bien sûr, Alice, le travail formidable qu'elle fait avec ses patients, je crois, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est la reconnaissance que parfois, inconsciemment, on cherche dans son travail. Et en ce moment, on en est là. Avec le Covid, les gens se sont retrouvés souvent en famille et se sont, je crois, rendus compte de qu'est-ce qui est vraiment important dans une vie. Voilà. Ça, et je pense que c'est une question qui est vraiment importante. Pourquoi je travaille? Pourquoi je fais ce que je fais? Et la reconnaissance, il faut pas l'attendre, en fait. C'est ça maintenant que j'arrive à peu près à comprendre. On doit faire les choses parce qu'on a envie de les faire et parce qu'elles nous font du bien. Et là, on en revient à quand ça me fait du mal, attention. Voilà.
Ouais, bah alors là, je pense que ça serait une autre thérapie à faire avec Alice. Parce que c'est une belle interrogation que vous avez mis en avant, Elisabeth, de se dire, déjà les valeurs, je pense que c'est quand on a des bonnes bases, déjà, de famille aussi, je pense que ça permet d'encaisser le choc, non, Alice? Oui, tout à fait. Après, c'est ça qui est compliqué. Chacun a son système de valeurs. Chacun, on va dire, met la valeur travail où il peut et où il veut la mettre. Et c'est pour ça aussi qu'on vit les situations différemment. Malgré, comme on disait tout à l'heure avec Elisabeth, malgré ses violences, malgré ses acceptations ou non, c'est est-ce que je dois faire ce travail coûte que coûte parce que j'ai mis mon cœur et ma vie et je vais mettre ma santé, ou au contraire je le prends comme une partie de ma vie qui vient m'équilibrer dans d'autres domaines. Enfin voilà, après c'est tout. Après il y a aussi d'autres, il y a des autres objectifs aussi pour certains. Il y en a que c'est vital parce que sinon ils n'ont pas. Il y a le côté financier. Voilà, le côté financier qui pourrait ne pas faire, qu'ils se disent bon, mais comme ce travail m'agace, il est pas bon pour moi, il est destructeur, mais je ne peux pas m'en passer financièrement. Donc, vous voyez, c'est. Alors, ça, je connais. Cet aspect-là, financièrement, croyez-moi, je connais très bien. Mais justement, et c'est tout le paradoxe, c'est que oui, il est alimentaire, mais il arrive à un moment donné, il ne nourrit même plus parce qu'il me rend malade. Et ça prend énormément de courage et parfois de foi. Voilà. Mais je ne veux pas donner de leçons, vous l'avez bien entendu. Non, vous donnez un vécu, parce qu'un vécu que tout le monde peut être dans votre cas, quoi. Ah voilà, je croyais bien, et c'est pour ça que j'ai continué certains emplois, parce que bien sûr, j'avais besoin de travailler. À un moment donné, j'avais 5 emplois de pro comme formatrice en anglais. Voilà. D'accord. Je pédalais dans tous les sens, et justement. Mais je ne veux pas donner de leçons, croyez-moi, simplement le corps, revenir au corps comme on a dit. Le ressenti. À un moment donné, le corps, moi, il a dit stop. De toute façon, il m'a pas laissé le choix. Et il y a beaucoup, voilà. J'arrête là, mais vraiment, merci de m'entendre dans tout ça. Non, mais c'est une belle leçon de vie que vous nous apportez là, Elisabeth, parce que je pense que c'est l'interrogation de aujourd'hui dans notre société. Ça peut être l'interrogation de beaucoup de personnes qui, malheureusement, se sacrifient parce que financièrement ils n'ont pas le choix, au détriment de leur santé, au détriment de leur morale également. Mais de dire que voilà, par exemple, dans votre cas, ce n'est pas forcément le bon choix, que ce n'est pas une fatalité non plus, et que à un moment donné, on risquerait de le payer d'une autre manière, et là notamment pour vous, ça a été le corps avec la santé. Donc non, c'est une belle expérience. Après, chacun en tirera les leçons et on fera ce qu'il en veut. Mais à travers votre témoignage, ça peut nous donner quelques clés et quelques indices, peut-être, à prendre en considération ou pas. Merci en tout cas, Elisabeth. Merci à vous. Merci, et je suis certaine qu'on vous retrouvera encore dans d'autres témoignages, parce que vous, comme il dirait une certaine marque, vous le valez bien. Vous le valez bien dans vos témoignages. Merci beaucoup, Elisabeth, et plein de bonnes choses, et bonne fête de fin d'année. Merci à vous. Au revoir. Alors Alice, on va accueillir notre prochain témoignage. C'est vrai que je trouve que c'est un sujet assez complexe. C'est un sujet assez complexe, vraiment, parce que ça peut se jouer sur beaucoup de choses. Cette violence psychologique, là on le voit par exemple sur le travail, sur du licenciement abusif. On le disait notamment aussi dans le cadre familial. Mais c'est vrai que quelque part, moi je trouve que le fameux curseur que vous évoquez souvent, il va pas être le même et pour tout le monde, vraiment. Parce que peut-être ce qu'elle vient de dire aujourd'hui, Elisabeth, pour quelqu'un dire mais non, qu'est-ce qu'elle parle? De toute manière, c'est obligé. C'est comme ça qu'on doit le vivre. Moi, je l'encaisse et on peut pas faire autrement. Vous voyez, je pense que le curseur là de cette violence, elle est pas comme la violence physique. On va dire que chacun, il va dire non, moi je peux l'encaisser une gifle tous les jours, je l'encaisse. Non, là vraiment, j'ai l'impression quand même que ça se joue à l'individu quand même, non? Aussi, alors... Je suis désolée d'insister sur ça, mais c'est parce que j'imagine les gens qui nous écoutent et qui ont vécu le témoignage d'Elisabeth. Alors, je veux dire oui et non, parce que dans le cas, on va dire, si on parle admettons, de violence psychologique, admettons, au sein du foyer, d'accord ? Partons du principe que ce soit nos parents ou notre compagne, notre compagnon qui nous fassent subir, des violences psychologiques, même si déjà, personnellement, on peut être construit, on peut être équilibré. S'il est difficile pour nous de quitter le foyer, qu'on le veuille ou non, cela va nous détruire.
Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. C'est peut-être oui, on encaisse, mais jusque quand? Quand est-ce que je m'en rends compte? Et quand est-ce que je vais pouvoir prendre une décision? Et c'est pas si simple que ça. Vous voyez, il y a les violences psychologiques brutales où on sait à qui on a affaire, quelqu'un de maltraitant, on va dire, d'entrée, qui nous écrase, qui nous dénigre, qu'on peut reconnaître rapidement. Mais voyez aussi qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces violences psychologiques. J'ai n'importe quoi, admettons la femme qui fait le repas pour toute sa famille et admettons le mari qui rentre, qui mange, qui dit mais excuse-moi, c'est dégueu ce que tu m'as fait manger, qui jette l'assiette par terre. Voyez, c'est tout ça les violences psychologiques. D'accord. C'est quand tu rentres à la maison pour dire t'as vu comme c'est sale, comme t'as pas mal nettoyé, comme vous voyez, ça peut être insidieux et peut-être en tant qu'homme ou en tant que femme, en fonction de l'estime aussi qu'on a de soi-même, se dire ah oui, il a raison, elle a raison, ah je suis pas le mari parfait, je suis pas la femme parfaite, et on rentre dans un cercle vicieux et c'est là que ça devient dangereux. Alors après c'est peut-être une estime de soi, une confiance aussi qui s'est créée dans l'enfance aussi un petit peu, dans la manière peut-être que je pense que le cadre familial, il a une importance quand même, non? Aussi, Alice, là, on va revenir sur un autre sujet, mais là, dans l'estime de soi, dans la confiance, d'encaisser plus facilement ou moins, de dire, par exemple, quelqu'un qui nous dirait ça, peut-être quelqu'un qui a confiance en lui, qui peut-être un épanouissement familial avec des structures bien basées, fondées. Du coup, quelqu'un qui lui dirait ça, il dit, non, mais attends, tu te sens bien, là? Hop, on arrête, tu m'as fait ça une fois, c'est fini. Alors que d'autres vont dire, bon, peut-être qu'il avait raison, peut-être que c'était dégueulasse, la prochaine fois, je m'appliquerai mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais c'est aussi de ça dont il s'agit. Mais après, quand on sait très bien aussi, quand on est dans l'affect, dans les émotions, on réagit pas de la même façon. Je veux dire, avec un collègue, ou avec son frère, ou avec son amoureux, on peut pas réagir de la même façon. C'est vrai. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. On n'est pas que des robots. Il y a le côté raisonnable, il y a aussi le côté cœur qui parle. Et c'est quelquefois, il y a un choix à faire entre les deux. Et c'est ça, là, à un moment donné, que ça devient difficile. Bon, et on va voir après le remède à tout ça. Alors, notre prochain invité, il est là sur ce plateau et il va également nous témoigner de son vécu par rapport à tout cela. Et on l'accueille tout de suite. Bonjour Ulrich. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ulrich, alors vous, cette violence psychologique, elle s'est jouée sur quel domaine ? Il y en a eu plusieurs. Alors, pour faire un petit parallèle avec ce qui était dit juste avant... avec notre invité, avec Elisabeth ? Exactement, avec Elisabeth. Je l'ai vécu sur le plan professionnel. Je l'ai vécu sur le plan familial. Alors sur le plan amical, je pense que j'y ai échappé, on va dire, dans une grande partie. Tant mieux. Ouais, tant mieux. Et je l'ai vécu sur le plan, on va dire, sentimental et affectif dans mes relations. Voilà. Donc son discours me parlait énormément. Oui, j'ai vu. On a vu que vos réactions, je les voyais, puisque vous êtes là tant qu'à faire, donc on les voyait. J'ai vu que quand qu'elle disait par rapport déjà ne serait-ce au travail, pour vous c'était parlant. Oui, complètement. Et même un point que Alice a pointé du doigt, les violences professionnelles, on va dire dans le corps médical ou en tout cas la sphère au sens large, je l'ai vécu aussi. C'est quelque chose que je pourrais évoquer, qui m'a particulièrement choqué, évidemment, vu que c'était des violences, mais on n'en parle tellement pas. C'est vraiment mis à l'écart. Je discutais par écrit un petit peu plus tôt sur l'historique des violences et la notion de harcèlement, la reconnaissance sur le plan légal. Ça fait quand même maintenant une bonne vingtaine d'années qu'on reconnaît les violences dans l'univers professionnel, mais pourtant, dans la sphère privée, il a fallu légalement bien 10 ans de plus pour faire ce pas. Ça a été un pas de géant pour notre société, je dirais, et encore 10 ans plus tard, donc 2010 à 2020, on n'est toujours pas à la page sur ce côté-là. Voilà. Oui, non, c'est malheureusement... On a envie de dire, parce que elles sont pourtant si bien existantes. Et vous devez le voir, Alice, dans votre expérience avec votre patientèle. C'est ça, c'est quelque chose que je rencontre au quotidien dans les différents témoignages. Et comme dit Ulrich, tout évolue, mais effectivement, si on parle en termes de jugement, quelquefois dans les tribunaux, comment faire reconnaître quelquefois qu'une violence psychologique a vraiment eu lieu. Si on part sur du factuel, Oula, oui. Vous voyez, ça c'est quelque chose, c'est un autre débat. Déjà, on le voit dans l'actualité, déjà pour de la violence sexuelle, elle est complètement, on va dire,
vous le voyez tous les jours, c'est compliqué, c'est parole contre parole, mis à part avoir sur le moment des preuves physiques, c'est ça. Voilà, qui seraient de suite validées et après instruites dans le dossier, mais sinon parole contre parole. Donc là, j'imagine même pas sur des violences psychologiques. Comme ça doit être anarchique, l'histoire, là, c'est même pas la peine. C'est beaucoup plus compliqué, malheureusement, tant que, on va dire, la personne victime de violence n'a pas, on va dire, de faille, n'a pas de problématique, on va dire, réellement psychologique ou physique, ou si on parle des enfants, des décrochages scolaires ou différents troubles tels que troubles du sommeil, alimentation autre, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui parle de l'extérieur vu d'un professionnel, on peut quelquefois ne pas le reconnaître et identifier. C'est ça la difficulté. Parce que dans le cadre du travail, par exemple, quand il y avait de l'harcèlement moral, par exemple, au travail, c'était reconnu, ne serait-ce dans les tribunaux, par le prud'homme, et souvent c'était attesté par des professionnels comme vous et des psychologues qui sont là à dire, voilà, cette personne subit ça et voici les conséquences. Alors, je veux dire ça, au bout de combien d'années cela a été reconnu, après quel combat, et c'est lorsqu'il y a témoin, j'ai envie de dire. C'est plus facile quand il y a témoin, quand il y a beaucoup de personnes qui attestent vivre. Que cette personne a vécu au travail ça. Soit qu'on vit le même sort, soit qu'on était témoin oculaire ou autre de peut-être une scène. Sinon, si c'est difficile. Hein. Ulrich ? Oui, pour rejoindre la qualité de la preuve est vachement importante à ces niveaux-là. Un coup de poing qui laisse une trace, un couteau qui laisse une plaie, ça se voit tout de suite. Là, globalement, c'est quelque chose qui se passe au niveau de nos tripes, au niveau de notre corps, de notre physiologie. Et il y avait la somatisation, dont on parlait un petit peu plus tôt. Ce sont des mécanismes beaucoup plus lents. Voilà, donc avant que réellement ça ressorte, ça rejaillisse au niveau physique pour qu'un professionnel du métier puisse le reconnaître comme tel, et puis faire le lien de dire que la cause a eu cette conséquence. Combien de fois dans les tribunaux on parle de l'amiante, on parle de d'autres choses ici, mais on n'a pas su lier la conséquence à la cause. Et donc, du coup... Oui, parce que c'est pas factuel sur le moment. C'est pas factuel. Ce sont des sciences, entre guillemets, molles, alors que les sciences dures sont plus pertinentes au grand public. Bien sûr. Mais alors, ce que je disais, Ulrich, par exemple, à Elisabeth, le contexte, le cadre familial dans lequel vous avez évolué, n'ont pas fait que, on va dire que vous n'êtes pas les bourreaux qui sont à devoir encaisser ces types de comportements-là, mais est-ce qu'on dirait pas que, parce qu'on voyait un acharnement chez Elisabeth quand même, elle a eu 3 licenciements abusifs, même dans sa vie sentimentale personnelle, on voit qu'elle là aussi, elle a vécu des violences psychologiques. On se dit, est-ce qu'ils sont pas, peut-être votre cas, de dire vous êtes le bon personnage sur lequel on a envie de s'acharner, quoi, vous voyez. La bonne poire. Bah oui, moi je vais pas vous traiter de poire ni de pigeon. Non, on est d'accord, mais enfin, ce sont des images et qui parlent, je pense, à un peu tout le monde. Oui, il y a de ça, en tout cas d'un point de vue extérieur. Clairement, et on est amené nous-mêmes à se poser la question. Je pense que si on avait à comparer nos passifs, elle et moi, et je pense qu'il y aurait beaucoup de similitudes. Hein, quelque chose. Mon petit doigt vous indique que. Ouais. Non, mais c'est vrai, Alice. C'est comme voilà, je reprends ces mots. C'est pas moi qui le traite de pigeon ou de poire, hein, mais voilà. Mais de dire, est-ce que c'est presque les bonnes personnes sur lesquelles l'acharnement est facile, quoi, au final, de se dire. Du coup, les personnes toxiques comme des patrons, qui vont pouvoir dire à lui, de toute façon, facile, hein, on fait ce qu'on veut de lui. Pareil dans le cadre sentimental, vous voyez, je sais pas. Moi, j'allais dire, pardon Ulrich, je vais dire pas que, parce que quelquefois, on peut avoir quelqu'un de fort face à nous, et si on a envie de l'écraser ou de le détruire, on y va à l'usure, quoi. Ouais. Vous voyez, c'est pas. On dirait que c'est plus facile sur leur schéma à eux, vous voyez. Marie-Ulrich. Alors, je nuancerais, je dirais qu'il y a 2 protagonistes dans la démarche. Hein. C'est globalement une danse. Alors certes toxique, mais il y a un agresseur, un agressé ou une agresseuse et peu importe le sexe. Voilà. Donc, quelle que soit notre posture
si la personne a envie d'agresser, hein, il me semble avoir déjà évoqué la question du viol. C'est pas parce qu'on a un décolleté pigeonnant ou qu'on a une jupe très courte que ça justifie d'être violé. La cause, on le sait, c'est le violeur. Oui, bien sûr. Point. J'ai tendance à faire un parallèle sur les violences psychologiques. Si une personne a envie d'agresser psychologiquement une autre, elle le fera. Alors là où je rejoindrai les derniers propos d'Alice, c'est que souvent l'agresseur cherche quelque chose qu'il n'a pas chez l'agressé. Souvent l'agressé a, on va dire, une force, quelle qu'elle soit morale, physique, financière, matérielle, image sociale, que l'autre recherche, n'a pas et n'y arrive pas en fait. Et donc, du coup, il va trouver des ruses pour se l'approprier, leurrer sa proie, hein, finalement, et obtenir gain de cause. Alors, ça peut prendre du temps. Et puis, chez d'autres, le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que chez certaines personnes, s'il n'y a pas, on va dire, de joute, même dans cette quête, ça les intéresse pas. Donc, ils vont aller chercher des personnes à même fort caractère. Donc finalement, mou ou pas mou, fort ou pas fort, il y a tout un panel. Et je dirais qu'il y a des stéréotypes, mais il n'y a pas un stéréotype. Alors chez les victimes, on parle souvent des personnes qui ont vécu une enfance difficile. Alors j'en ai fait partie et apparemment Elisabeth aussi. Et quand j'ai été, on va dire, questionné sur le plan judiciaire pendant un certain nombre d'heures, non négligeables, ce qui est ressorti, c'est que globalement, j'avais cristallisé un petit peu l'image de l'enfant esclave. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on me disait, je pliais. Vous acquiescez. J'acquiesçais parce que c'était mon seul mode de survie. Et non seulement un peu comme ce qu'on disait, t'es nul, on finit par le croire. Bien, arrivé à l'âge adulte, ce sont nos seuls repères dans la vie. Parce que notre modèle, c'est notre papa, c'est notre maman, ce sont notre entourage proche. Et globalement, si on a été bercé, on va dire, de cette manière-là, bien, on accroche finalement dans la société avec des personnes qui finalement se comportent de la même manière que papa, maman, quoi. Oui, en quelque sorte, après ça se rejoue dans la vie d'adulte. C'est vrai, Alice, Mais oui, je suis tout à fait d'accord. J'allais venir là-dessus. Je voulais effectivement être explicite sur les violences aussi psychologiques que peuvent subir certains enfants, même si quelquefois, voilà, on pense être des parents bienveillants, de faire le maximum pour nos enfants. Vous voyez, c'est ces petites phrases qui assassinent quelquefois, l'air de rien. On dit mais ou j'en peux plus de toi, ou tu me fatigues, ou mais t'es complètement débile, ou t'es moche habillé comme ça. Vous voyez, des choses qui peuvent quelquefois nous dépasser, où on ne... Oui, et paraître innocent chez innocente, mais quelque chose qui, pareil, c'est le côté répétitif. Je veux dire, de dire une fois ou deux, bon, ça peut être mal perçu. Voilà, par l'enfant, ce qui est complètement normal. Bon, après voir, ça peut être pas mal de s'excuser dans ces cas-là. Mais si ce sont des phrases que l'enfant entend pendant des mois, voire pendant des années, même si on le dit, on va dire, sur un ton de plaisanterie, les mots, ces phrases vont être vraiment, on va dire, des traceurs bien marquants dans son cerveau. Oui, et qui impacteront dans la vie future. Mais complètement. Mais aussi, mais comme disait Ulrich, il n'y a pas un stéréotype, mais quelquefois on peut avoir aussi un environnement hyper bienveillant. Et dans nos futures rencontres, on peut être amené, comme je disais tout à l'heure, à être plus justement dans l'affect, dans l'émotion que dans la raison, et laisser ses sentiments parler, et ce qui va quelquefois nous laisser accepter ou laisser passer des choses qu'on ne devrait pas laisser passer. C'est sûr. Voilà. Alors, quand on est face à tout ça, toutes ces formes de violence psychologique, avec le curseur qui est propre à chacun, avec le passif de chacun, la construction de chacun également, Alice, quand on est face à ces violences-là, qu'on les a subies d'une manière ou d'une autre,
comment se rendre compte déjà que pour nous, elles nous ont impacté? Donc, est-ce que ça va se traduire par une dépression? Est-ce que ça va se traduire, je sais pas. Voilà, quelles sont les conséquences directes? D'accord. Alors, les conséquences directes, pour pouvoir identifier, c'est oser faire un point sur soi-même. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai la même joie de vivre? Est-ce que je suis aussi extravertie qu'auparavant? Est-ce que j'ai des troubles du sommeil? Est-ce que j'ai un moral miné? Est-ce que je suis tout le temps fatiguée? Pourquoi quelquefois j'ai des troubles alimentaires? Vous voyez, après, chacun connaît son corps. Les personnes grossissent par le stress, d'autres ont tendance à maigrir. Et c'est d'être à l'écoute de soi et un petit peu se poser 5 minutes, dire voilà, maintenant, qu'est-ce qui joue dans ma vie? C'est difficile, Alice. Bien sûr que c'est difficile. C'est très difficile comme exercice, ça, je mais pense. bien évidemment, non, mais je réponds à votre question. Et oui, non, mais je sais, mais parce que c'est tellement difficile, je pense que c'est presque plus facile pour les personnes extérieures, complètement, de voir ça. Parce que nous, on est embarqués dans cette espèce de tornade, de spirale, et comme vous dites, c'est par quelquefois les membres extérieurs de la famille ou amicaux qui vont te dire oui, attention, tu ne vas pas bien, ou c'est quelquefois, voilà, comme disait Elisabeth, après on passe par la somatisation, voilà, on va se déclencher des maladies, un mal-être, ou comme vous dites, une dépression qui va vous dire que stop, qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour qu'aujourd'hui j'en sois là? Bien évidemment. Alors, quand on a le bonheur, si on peut le dire ainsi, de se rendre compte que quelque chose a changé dans notre comportement et de se dire, voilà, quelque chose ne va pas. Alors, c'est vrai qu'on va peut-être pas identifier de suite ça comme de la violence psychologique, parce que c'est tellement peut-être devenu un quotidien normal que, voilà, on va pas l'identifier comme ça. Donc, on s'aperçoit d'un changement de comportement. On peut faire appel donc à des professionnels tels que vous. Et là, votre démarche, c'est quoi en fait? Donc une fois que je sais toujours la confiance s'installe, l'échange, comment vous allez aborder ça avec la personne, Alice? Si vous pouvez nous dire, c'est dur, hein? C'est pas. Non, c'est pas si compliqué que ça. Première chose effectivement, c'est que la personne puisse intégrer, identifier elle-même la situation dans laquelle elle se retrouve. Donc comme moi je dis souvent là au micro, j'ai mes patients, je dis je suis votre propre miroir. Si quelque chose me dit, et si la patiente ou le patient me dit quelque chose d'interpellant, on va dire qui n'est pas forcément légitime, je vais lui retourner ce que la personne vient de me dire. Je vais l'interroger. Si la personne ne comprend pas lorsque je parle d'elle, je vais, on va dire, déplacer la situation sur quelqu'un d'autre. Admettons, si vous avez un ami, votre sœur, votre frère vivait ça, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous en penseriez? Voyez? Oui, pour qu'on extériorise ça et qu'on ne le voit pas sur soi, parce que nous, on pourrait dire oui, pour moi c'est normal, mais peut-être sur la vue de d'autres. Si la personne n'y arrive pas, c'est de la sortir de sa situation personnelle, la transposer dans une autre situation. Et là, lui faire poser un autre regard pour se rendre compte ce qu'elle vit ou ce qu'il vit peut-être. Et finalement, la question, est-ce que ça lui semble juste ou pas? Voilà. Bien sûr. Et si ça lui semble pas juste, on va un petit peu décortiquer, élaborer autour de tout cela. Et on va travailler bien sûr sur la confiance en soi, mais surtout, comme je parlais tout le temps des curseurs, voir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Alors, je prends le cas que, par exemple, Ulrich nous disait, ou Elisabeth, dans le cadre professionnel, Alice. Je vis une violence psychologique au travail, parce que voilà, comme elle disait, Elisabeth a été abusée dans le sens de l'investissement qu'elle y a mis, tout le cœur, la dévotion, et elle s'attendait pas à être remerciée comme ça aussi brutalement. Voilà. Je veux dire, quand vous êtes face à une situation comme celle-là, quels conseils vous allez donner à ces personnes-là? Alors en fait, je fais questionner la personne sur justement la valeur qu'elle donne au travail. Pourquoi c'est si important pour elle? Aussi bien côté financier. Parce qu'on a vu qu'Elisabeth disait justement de prendre un petit peu du recul avec ça, hein, et je pense que c'est une bonne chose. Hein. C'est ça, parce que comme je dis, on a chacun la valeur travail en fonction, il y en a, comme vous dites, c'est uniquement pour l'argent, d'autres c'est pour le pouvoir, d'autres c'est pour la reconnaissance, en fonction de comment on a été construit. Et c'est quelque part, moi j'offre un autre regard sur la situation. Pourquoi c'est si important pour vous? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas lâché? Et qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'en changer, si c'est possible d'en changer? Et je vais vraiment, je pose pas de questions anodines, bien évidemment, et je vais vraiment loin dans l'analyse, dans le questionnement personnel par rapport à ce travail, à cette situation. Parce que très très souvent, ce qui joue dans le travail, forcément, lorsqu'on gratte un petit peu, ce sont des éléments que la personne peut avoir vécu dans d'autres domaines auparavant, et on fait bien évidemment des liens avec d'autres pans de sa vie. Hein. C'est vrai? Complètement. Hein, pardon. Vous témoignez tant qu'à faire. Oui, non. Ulrich, il a dit c'est moi, ça c'est moi. Je me reconnais tout de suite. Il n'y a pas de sphère qui a la primauté, si ce n'est peut-être l'enfance, voilà, par rapport aux autres. Mais pour ceux qui n'ont pas vécu de violence pendant l'enfance, arriver à l'âge adulte, les couples et le travail globalement sont nos deux pans principaux, et je dirais même en parallèle.
qui de l'œuf ou de la poule va arriver en premier. La question ultime. Ouais, mais c'est malheureux d'aborder les violences, qui est un sujet aussi délicat, au travers d'une image aussi rigolote. N'empêche que moi, j'avais tendance à dire que j'étais entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que le jour, je me levais, j'allais au travail. Le soir, je revenais, je me prenais l'autre violence. L'autre violence. Et puis, c'était rebelote le lendemain. Et ça. En fait, aucun contexte n'était sauvable et salutaire pour votre âme, quoi, en quelque sorte. Non. J'ai fini dans ma voiture. Hein. Faut dire ce qui est. J'ai fini par dormir quelques semaines dans ma voiture avant que un marin-pompier m'héberge et me dise, voilà les clés, quoi. Ah oui, tellement que oui, aucun pôle n'était salutaire pour son pour soi-même, quoi, je veux dire. Donc c'est vrai qu'on peut se dire des fois, on voit parfois que quand le cadre relationnel sentimental n'est pas ce qu'il faut et que effectivement on subit de la violence psychologique, on se dit on se rattache au travail parce que le travail est stabilisant, ça c'est un cadre un petit peu échappatoire. Mais là, d'un coup, quand les deux sont toxiques. Et je dirais même une troisième échappatoire serait peut-être le sport, enfin les clubs et autres. Ouais. Mais à la différence de la sphère professionnelle, la sphère privée, souvent monsieur ou madame va avoir la main mise sur cette sphère loisir. Et moi, je passais des interrogatoires à peine je revenais. Donc globalement, tout le bien-être que j'en retirais s'effaçait en un claquement de doigts. C'était terminé. Oui, il y avait plus aucun échappatoire possible. Non, strictement aucune. Il y avait juste la fuite. Bon, moi j'ai un patient comme ça, je sais pas quoi lui dire, Alice. Hein, je veux dire, parce que comment on fait pour remonter le moral à quelqu'un comme ça? Je veux dire. Alors, mais c'est vrai, non, mais moi je suis animatrice, je suis pas psychologue. Ouais, c'est ça. Donc, non mais c'est pas que vous me. Non mais déjà, je veux dire, le but c'est pas uniquement de leur remonter le moral. Non mais quand même, parce que là, quand vous avez quelqu'un qui vous dit, je suis ni bien au travail, je suis ni bien chez moi, j'ai aucun loisir. Moi, je serais face à cette personne-là, je dis comment je fais pour lui remonter le moral? En tant qu'ami, moi, je parlerais. Hein. Alors, c'est pas que je n'avais pas de loisir, j'y allais, oui, mais j'avais un revers de bâton, par contre, d'avoir donné du temps à ma personne plutôt qu'à ma moitié. À votre moitié, bien sûr, voilà. Ça on avait compris. Donc oui. Non, ça fallait pas donner du temps autre qu'à la personne qui était. Est-ce que je peux évoquer les questions des violences, on va dire psy? Ouais. Bon. Alors justement, quand on y vient on va dire à tout ça, qu'on cherche de l'aide, parce que on s'aperçoit mine de rien qu'au bout du tunnel on n'y arrive pas, qu'il y a quelque chose qui coince, on ne saisit pas. On est dans une génération où on est de plus en plus ouvert envers les psychologues, psychiatres, psychothérapeutes et tous les psys. Voilà. Alors, dans certains cas, c'est une démarche de couple, soit. Dans d'autres cas, c'est une démarche plus personnelle. En l'occurrence, ça a été une démarche de couple qui m'a été proposée par ma moitié à l'époque. Je suis tombé, donc on a entrepris une thérapie de couple via un psychiatre dont je ne citerai pas le nom. Et il nous a tout de suite séparés. Ça a été, on va dire, une thérapie individuelle menée en parallèle. Et elle a lâché très rapidement parce que soi-disant ne convenait pas. Et bref, on va pas rentrer dans les détails. Quoi qu'il en soit, j'ai continué avec ce thérapeute. Il a instauré une certaine figure d'autorité, une certaine sérénité, une certaine confiance, parce que c'est la figure d'autorité, c'est un médecin. Globalement, ce qu'il dit, on le prend limite pour argent comptant. Ça a duré un certain nombre d'années jusqu'au moment où je me suis aperçu que il y avait une forme de lavage de cerveau qui s'immisçait. Oui, et ça a été loin. Et là, c'est cette forme de violence que vous vouliez évoquer tout à l'heure, Alice? Tout à fait, oui. D'accord, elle est existante. Voilà. Ouais, et dans mon cas, il me parlait entre guillemets des alors je vais le citer tel que, mais il faut quand même prendre avec des pincettes. Mais il parlait de franc-maçonnerie, de Big Brother, du marché sur la Lune, du marché sur Mars, que c'est toute une instigation d'une politique économique d'un monde supérieur qui nous manipule à tort et à travers. Non, mais là, la personne n'est pas bien elle-même déjà, non, Alice? Bien évidemment. Non, il y a un souci là quand même. Oui, il y a un gros souci et qu'est-ce qui est fou, c'est que c'est un professionnel en plus, mais voilà. Mais vous vivez de la violence sur le plan professionnel, vous vivez de la violence sur le plan personnel, privé.
globalement, vous arrivez plus à vous rattacher à quoi que ce soit parce que. Non, mais là, c'est pas de chance quand même. Même là, l'analyste, le professionnel, même là, c'est. Alors moi, j'aime pas dire ça manque pas de chance parce qu'après on va aller chercher dans l'inconscient et dans le transgénérationnel, vous savez bien. Oui, accessoirement, il avait visiblement des problèmes avec son papa et avec ses ex-compagnes aussi parce qu'ils m'en parlaient. Ça fait une inverse en fait, d'accord. Ouais, il y avait une genre de transposition. Enfin bref, il se livrait à moi sur des sujets qui, je vais pas dire me dérangeaient, mais oui. Et puis avec des conseils qui me surprenaient. Et quand je parlais des violences que je subissais dans le couple, alors sa réponse c'était vaut mieux que vous encaissiez parce que sinon ça va être pire. Et je pousse encore le bouchon parce que c'est pas le clou du spectacle. Allez-y parce qu'il nous reste vraiment peu de minutes. Poussez le bouchon vite. Je pousse le bouchon très vite. Quand il y avait, on va dire, des violences sur les enfants et que j'évoquais ce point-là, parce que Madame me demandait de faire autorité sur les enfants. Globalement, elle leur hurlait dessus et si je ne faisais pas autorité sur les enfants, bien c'est moi qui prenais. Globalement, voilà. Sa réponse c'est évitez le bottin téléphonique, attrapez-les par les cheveux. Ça laissera pas de marque. On va faire ça sur les enfants ? Oui, parce qu'il fallait acquiescer à l'autorité de Madame. Oui, c'était bon. Là, je pense que c'est vraiment un cas exceptionnel. Oui, alors c'est un cas exceptionnel. Il y en a peu, mais malheureusement, il y en a. Moi, comme je dis, je peux de temps en temps avoir des patients qui ont du mal justement. Bien sûr que ces professionnels sont dysfonctionnels, je veux dire, il y a des bons et des mauvais partout, mais du coup, c'est encore plus compliqué pour ces personnes-là à nouveau faire confiance. Moi, voilà, il y a des personnes qui ont du mal aussi. De toute façon, déjà, Alice, il y a un problème. Dès que déjà un professionnel vous dit comment vivre, comment penser, il y a quand même un souci, parce que vous êtes dans, comment je pourrais dire, dans vous êtes pas là à diriger la vie de vos patients, ni à juger, ni à dire demain vous allez vous réveiller, vous allez faire ça. C'est pas votre rôle, quoi. Je veux dire, donc vous êtes là pour, comme vous disiez, faire un effet miroir, révéler aux personnes c'est quoi ce qui se passe en ce moment dans leur vie, qu'elles le comprennent même par elles-mêmes en fait, de se dire c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça, et c'est là de dire qu'est-ce qui vont vous permettre de vous sortir de cette situation-là. Mais vous allez à aucun moment non, on sort complètement du cadre bien sûr que c'est là que ça devient dangereux. Mais oui, non. Alors merci de toute façon Ulrich de nous avoir témoigné de telles possibilités, parce que c'est vrai que ça paraît improbable dans ces situations-là. On fait confiance à un professionnel qui est reconnu et sur lequel on se livre, on donne une partie de soi, quoi. Voilà, donc c'est vrai que ça paraît improbable. Mais bon, Alice, auriez-vous un dernier mot à ajouter parce qu'il nous reste vraiment 2 minutes avant de nous dire un mot sur cette fin, donc sur ces violences psychologiques. En tout cas, ce n'est pas encore une fatalité. C'est ça, voilà, c'est exactement ça que je veux dire. C'est pas une fatalité, pas parce que j'en ai vécu peut-être une fois ou deux dans ma vie que ça perpétuera. L'essentiel réellement, c'est d'oser s'en rendre compte, oser l'identifier et ensuite pouvoir se réparer, se reconstruire pour justement ne plus à nouveau entrer dans ce schéma-là. Oui, tout à fait. C'est possible, il ne faut pas voir que c'est quelque chose qui paraît inaccessible. On voit qu'Elisabeth a trouvé un petit peu de sérénité, a compris un petit peu aussi d'autres chemins qui s'offraient à elle pour pouvoir être bien, dans une vie plus en phase avec ce qu'elle est vraiment. Ulrich, on vous souhaite la même chose en tout cas. Merci beaucoup. Je sais que vous venez témoigner toujours avec autant de sincérité aussi et presque professionnel, on vous dirait, parce que vous maîtrisez tellement vos sujets également que je pense que vous avez envie d'être bienveillant envers les auditeurs qui écoutent vos témoignages et merci pour cela. Alice, on se retrouve nous la semaine prochaine. Tout à fait. Avec un autre sujet encore. Tout à fait, on parlera de la somatisation, justement. Ok, ça court encore tout ça. Bon, allez, je vais devenir une spécialiste avant l'heure, moi, vraiment. Merci Alice. On se retrouve donc vendredi prochain, 17h, 18h, dans l'émission Alice et vous. Et on vous souhaite une très belle soirée. De même et un bon week-end. Merci, au revoir.